nous recevoir sur Wolf TV au sommaire de ce 13h. L'information est tombée, c'est la Guinée équatoriale qui va abriter la Coupe d'Afrique 2015 à la place du Maroc, qui n'a pas obtenu le report de la CAN auprès de la CAF. Cheikh Tidiane Gomis nous fera le point dans sa page sport. Les jeunes de l'APR prêts à répondre ce qu'ils qualifient de provocation, Maïssa Diouf et ses amis pensent que Wade a initié une marche pour déstabiliser le pays. Le Front patriotique pour la défense de la République a été reçu hier par Sidi Lamine Niasse qui doit rencontrer Maître Wade demain. Les acteurs seraient dans de bonnes dispositions autour de l'essentiel. L'actualité internationale sera avec Aram Ndiaye, la page sport avec Cheikh Tidiane Gomis, la page santé avec Adjaratou Awa Diop Ndiaye Diagne et en fin d'édition, la revue de la presse avec Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Marche du Parti démocratique sénégalais le 21 novembre, le coordonnateur départemental des jeunes de l'APR parle de provocation. D'après Maïssa Diouf, Wade et ses lieutenants cherchent à déstabiliser le pays, ce qu'ils n'accepteront jamais. Ils étaient face à la presse. Écoutons à ce propos Maïssa Diouf. Il est le coordonnateur départemental de l'APR au micro de Ramatoulaye Sarr. Nous tenons à rappeler que le PDS fait donc de la provocation. Parce que vous avez constaté avec nous que M. le gouverneur de la région de Dakar a sorti depuis longtemps un arrêté interdisant toute manifestation au niveau de Dakar du 10 novembre au 5 décembre. Et le PDS, fidèle maintenant à sa politique, donc à sa comédie, a voulu faire de la provocation en demandant l'autorisation d'un meeting. Nous pensons que les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils ne vont pas accepter que les délinquants du Parti démocratique sénégalais, avec certains partis télécentres qui l'entourent, comme Mamadou Diop de Croix, qui a été élu député grâce au plus fort reste, qui a même perdu dans sa collectivité locale, cherchent à déstabiliser le pays par des moyens qui ont été suturés au niveau des populations. Nous n'accepterons pas que l'argent volé donc soit utilisé pour déstabiliser le pays. C'est même inélégant de la part d'Abdoulaye Wade et de ses alliés d'organiser une manifestation durant cette période-là. Et nous appelons l'État à être ferme, à utiliser tous les moyens qu'il faut pour empêcher cette entreprise de déstabilisation du pays. Abdoulaye Wade ne peut pas chambouler le pays. Abdoulaye Wade, c'est fini. Moi, je pense qu'il doit comprendre que c'est fini pour lui. Abdoulaye Wade ne peut plus être président de la République du pays. Donc il a été battu avec 65% des voix. Je pense que c'est fini pour lui. Mais l'État aussi a la sécurité des personnes, la sécurité des biens. On ne va pas attendre qu'Abdoulaye Wade et ses groupes de délinquants déstabilisent le pays pour réagir. Les gens ne vont pas se limiter à marcher ou à tenir un meeting. On sait le PDS. On sait aussi leur méthode et leur manière. Le QCMS est contre l'interdiction de manifestation de rue du 10 novembre au 5 décembre. Le syndicat prévoit à cet effet une marche nationale. Ses membres exigent par ailleurs la lumière sur la fraude élève-maître. Selon eux, le ministre de l'Éducation est resté dans un mutisme total depuis que ses proches collaborateurs sont mis en cause dans cette affaire. C'est un reportage signé Maman Tandour. Le QCMS aussi se mêle à la danse. Contre l'interdiction des manifestations de rue allant du 10 novembre au 5 décembre, ses membres prévoient une marche nationale. À propos de la date, mystère et boule de gomme. Le QCMS va organiser une marche nationale pour exiger la délivrance, le traitement diligent des dossiers des enseignants concernant leur carrière. Je veux parler des actes de reclassement, des projets, de la mise en sol, mais également la formation diplômante de tous les enseignants titulaires d'un diplôme spécial. Professeur de philosophie, professeur de mathématiques, professeur d'écopam, professeur de lettres arabes. Comme disait Lamine Gueye, faut jëm bu ko nit ñi xamé do fa yegg, mais nous comptons exercer nos droits de citoyens. En outre, le QCMS exige également la lumière sur l'enquête ouverte sur la fraude des élèves maîtres. Ses membres soutiennent que de proches collaborateurs du ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, sont impliqués dans cette affaire. Depuis que ses plus proches collaborateurs, parce que c'est lui qui choisit ses collaborateurs, sont impliqués dans l'affaire, le ministre est devenu subitement aphone. Il a disparu, on ne l'entend plus. Et le QCMS exige
que Serigne Mbaye Thiam s'explique devant le peuple sénégalais. En conférence de presse ce jeudi, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire réclame encore le paiement des indemnités du bac et du BFM avant le 30 novembre de chaque année, entre autres revendications. Maman Tandour, merci. Visite du Front patriotique pour la défense de la République au président directeur général du groupe Walfadjri. Les membres du Front apprécient à sa juste valeur l'audience entre le président Macky Sall et Sidi Lamine Niasse. Toutefois, ils ne comptent pas reculer d'un iota pour tenir leur meeting ce 21 novembre. Suivons ce reportage. Le Front patriotique pour la défense de la République est venu rendre visite au président du groupe Walfadjri. Le FPDR persiste et signe. Le meeting aura bel et bien lieu le 21 novembre avec ou sans autorisation. Sidi Lamine est une personnalité connue de notre pays qui a des convictions très fortes. Et c'est une valeur dont le pays a besoin aujourd'hui. Des gens qui ont de la conviction et qui sont prêts à se battre autour de ses convictions. Il a été la première personnalité que nous sommes venus rencontrer. La liste est assez longue, mais nous avons commencé par lui. Nous, de toute façon, nous avons décidé d'organiser notre meeting le 21 novembre 2014 et puis voilà, nous nous préparons. La position ne change absolument pas. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la police. Est-ce que si le préfet interdit la marche, vous allez... Le meeting, c'est un meeting, ce n'est pas une marche. Vous serez sur place. Ma réponse, c'était un mot. Absolument. Voilà, je répète ici, absolument. Je le remercie vraiment de la position qu'il a pu avoir. Connaissant les positions des uns et des autres, je pense qu'il peut jouer un rôle. Le droit soit respecté et que le Sénégal soit un Sénégal de démocratie et de paix. Bon, donc là, nous sommes donc très contents. Je pense que nous sommes appelés à nous revoir. Il rencontrera le président Abdoulaye Wade à son arrivée et nous rencontrerons probablement une dernière fois. En ce qui concerne la rencontre entre le président directeur général du groupe Walfadjri et le président Macky Sall, le FPDR apprécie la posture actuelle de Sidi Lamine Niasse qui mène un combat de principe. Le président Sidi Lamine, il a des principes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il s'arc-boute sur ces principes. C'est très important. Maintenant, il est très ouvert. C'est ce que nous avons constaté. Il nous a fait part, forcément, de sa rencontre avec le président de la République. Une autre rencontre est prévue entre le président directeur général du groupe Walfadjri et Maître Abdoulaye Wade, attendue à Dakar ce vendredi. Les jeunes libéraux de Bambey déclarent Youssou Touré persona non grata dans leur localité après sa sortie au vitriol contre leur mentor Aïda Mbodj. Par la même occasion, ils demandent au président Macky Sall de respecter les règles du jeu démocratique en autorisant la marche des libéraux prévue ce 21 novembre. Aliou Silla s'entretient ici avec Léopold Tamba. Pour nous prononcer sur l'actualité nationale, face au recul démocratique, constatée et à la violation récurrente des libertés individuelles consacrées par notre Constitution, nous saluons la position courageuse du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés. Nous saluons aussi la position des militants de droits de l'homme et lançons un appel pour une grande mobilisation le 21 à la place de l'Obélisque. Nous saluons la grandeur de Maître Wade qui, en bon démocrate, a introduit ces libertés dans la charte fondamentale de notre pays et qui avait autorisé, contre toute attente, une manifestation de l'opposition lors de l'inauguration du monument de la Renaissance le 3 avril 2010, malgré la présence de plusieurs chefs d'État. Youssou Touré, en s'attaquant à Aïda Mbodj, qui ne boxe pas dans la même catégorie que lui. Nous demandons à Macky Sall de le retourner à l'école pour qu'il reprenne ses cours de morale professionnelle. Il est déclaré persona non grata, non seulement dans le département, mais aussi dans toute l'étendue du territoire régional. Il y a un manque de 54 enseignants dans la nouvelle inspection de l'éducation et de la formation de Diamniadio, un problème qui s'est percuté à Toubab Dialaw où les parents d'élèves demandent des enseignants pour toutes les classes. Les détails dans cette correspondance signée Tierno Daf. Cet élément n'est pas encore en place, peut-être que nous y
avant la fin de cette édition. Et nous l'avions dit tout à l'heure, il s'agit du manque de 54 enseignants dans la nouvelle inspection de l'éducation et de la formation de Diamniadio. Un problème qui s'est répercuté à Toubab Dialaw, où les parents d'élèves demandent des enseignants pour toutes les classes. Les détails dans cette correspondance de Najib Sagna. Et nous allons revenir sur cet élément de Tiernodaf où les populations de Soro-Kassag réclament le relèvement du débit de leur forage et l'octroi d'une ambulance. Elles demandent par ailleurs le bitumage du tronçon Singar-Guerreyo qui ne cesse de se dégrader au fil du temps. Les détails dans cette correspondance signée Tiernodaf. Le débit de leur château d'eau ne pouvant plus les abreuver à besoin, les populations de Soro Khassab réclament de l'eau en qualité et en quantité. Toutes nos difficultés sont liées au faible débit de ce château d'eau. Il est incapable de satisfaire nos besoins en eau. Nous avons changé le moteur à 4 reprises, mais toujours en vain. Nous sollicitons des autorités l'augmentation de sa capacité. Autre inquiétude des populations, l'état de la case de santé et surtout le manque d'ambulances à Soro Khassab. Notre case de santé est dépourvue de tout. Pire encore, nous n'avons pas d'ambulance. Si une femme doit accoucher la nuit, il faut la transporter à l'hôpital de Popenguine à une dizaine de kilomètres d'ici. Des fois, avant d'arriver à Kinyabour, à 2 kilomètres d'ici, elle commence à montrer des signes terribles de souffrance. La plupart du temps, nous les transportons à bord de charrettes. Et là, je ne vous dis pas les mots qu'elles endurent. L'état de la route Guéréo-Tchafoura-Soro-Khassab-Sindia hante également le sommeil des populations locales. Nous n'avons ni eau, ni marché, encore moins d'une route bitumée. Nous nous débrouillons par tous les moyens, mais malheureusement, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Pour les femmes, c'est l'oisiveté totale. Par conséquent, nous sollicitons vivement l'érection d'un marché et le bitumage du tronçon Guéréo-Sindia. Logé dans le Sindia, Soro Khassab compte une population estimée à plus de 4000 habitants. Une population composée essentiellement de Safin, vivant d'agriculture et d'élevage. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Tiernodaf. Tiernodaf, merci. Nous l'avions annoncé tout à l'heure. Il y a un manque de 54 enseignants dans la nouvelle inspection de l'éducation et de la formation de Diamniadio. Un problème qui s'est percuté à Toubab Dialaw où les parents d'élèves demandent des enseignants pour toutes les classes. Les détails, c'est avec Najib Sagna. Toubab Dialaw est une localité située dans la nouvelle commune de Yen. L'école dans cette localité souffre de manque d'infrastructures et d'enseignants. Les classes à double flux sont à la mode à Toubab Dialaw. Les responsables du comité de gestion l'ont dit aux autorités lors de l'inauguration de des classes offertes par des mécènes. Le président du comité de gestion. Exactement, qu'on nous construise assez de classes ici à Toubab Dialaw. C'est ce qui nous manque. Actuellement, nous sommes à 9 classes physiques. Maintenant, nous devons être à 12 classes tout simplement pour essayer de régler le problème d'ici quelques années. Donc, il nous reste encore 3 salles à construire. Nous avons un problème d'enseignants parce que déjà ici, regardez, nous avions même l'année passée construit des abris provisoires et nous avions fait une demande au niveau de l'inspection pour qu'ils nous puissent affecter 2 mètres. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Nous continuons aussi le combat pour que l'inspecteur nous envoie des maîtres. Pour l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Diamniadio, le déficit dans toute la localité est estimé à plus d'une 50aine d'enseignants et qu'il faut régler. Madame Dramé. Quant à maintenant l'octroi des maîtres au niveau de cette école, nous avons vu qu'au niveau de Diamniadio, de l'IEF de Diamniadio, nous sommes en déficit de 54, n'est-ce pas, enseignants. Donc voilà, c'est le cap qu'il faut donc remplir. Je profite donc de l'occasion pour essayer donc de lancer un appel au
niveau de la DRH, sortir donc de ces élèves maîtres du CRFPE, qu'on puisse nous octroyer donc ces 54 enseignants-là pour pouvoir vraiment satisfaire, n'est-ce pas, toutes les écoles qui doivent donc avoir cette aide. Pour le maire de Yène, les classes sont prévues dans le cadre du plan local de développement, mais il faut également l'aide des bonnes autorités de l'État pour construire de nouvelles écoles. Je pense qu'avec l'aide de tous, si des mécènes comme M. Batista se manifestent et Toubab Dialaw peut en avoir, je pense que bientôt, avec la collectivité locale, avec les départements, avec l'État, je pense que nous pourrons donc y arriver. Et Senghor disait que c'est dans le brassage biologique, dans le brassage donc ethnico-racial que le développement naît. Et si nous regardons donc la qualité des citoyens que nous avons à Toubab Dialaw, nous avons donc des citoyens qui viennent donc de partout, des pays les plus développés et qui ont adopté Toubab Dialaw comme leur patrie. Et si chacun donc fait comme M. Batista, un temps soit peu, je pense que l'école de Toubab Dialaw au-delà, et c'est notre souhait. Najib Sagna, merci. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Mohamed Dionne s'est focalisé sur l'autosuffisance en riz. Les citoyens interpellés estiment que les autres céréales ont été laissées en rade au moment où d'autres partagent le même avis que le Premier ministre, car, disent-ils, la majorité des Sénégalais consomment le riz. C'est un reportage signé Rokaya Bey. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a insisté sur l'autosuffisance en riz à l'horizon. Certains de nos interlocuteurs affirment que le Premier ministre ne doit pas se focaliser sur le riz tout simplement car beaucoup de familles consomment des céréales autres que le riz. Pourquoi ne pas valoriser nos propres produits? Le mil, le niébé, le sorgho, et même le manioc. Pourquoi ne pas introduire le manioc dans l'alimentation? Le riz, ce n'est pas une autre tradition. Ce sont les Français qui l'ont introduit ici. Pour qu'on cultive le mil, l'arachide dont ils avaient besoin pour leurs industries et le coton, ils nous ont poussés à consommer le riz. Auparavant, le Sénégal était un grand producteur d'arachide. Mais toute cette production-là n'était pas exploitée ici au Sénégal. La majeure partie était importée. D'autres, par contre, sont du même avis que le Premier ministre. Ils déclarent que l'écrasante majorité des Sénégalais consomment le riz en priorité. Le Premier ministre s'est focalisé sur le riz parce que la majeure partie de la population consomme le riz en grande quantité. L'autosuffisance en riz n'est pas réalisable d'ici 2017 car selon les personnes interrogées, les paysans rencontrent d'énormes difficultés. Mais c'est un rêve parce qu'il faut d'abord qu'on modernise l'agriculture. Pourquoi ne pas valoriser notre propre production laitière? Donc le lait, le beurre, tout ça, ça fait partie de l'autosuffisance alimentaire. Je ne crois pas que ce soit faisable. Actuellement, les paysans traversent des périodes difficiles. La plupart de nos compatriotes interrogés se réjouissent de l'autosuffisance en riz annoncée par les autorités car ça participe au développement de notre économie. Toutefois, ils dénoncent le fait que les autres céréales soient laissées en rade. Merci beaucoup. Passons maintenant à l'actualité internationale qui nous mène au Burkina Faso où un accord a été trouvé pour passer le pouvoir aux civils. Puis au Mexique, les parents des 43 étudiants disparus sillonnent le pays pour sensibiliser la population à Et enfin, ressortissant djihadiste, Londres va renforcer sa législation antiterroriste. C'est un récit de Aram Diaye. Burkina Faso a fait ce jeudi un pas important vers une sortie de crise. L'armée et les civils sont tombés d'accord sur les institutions de la transition, rendant possible une remise rapide du pouvoir aux civils par les militaires. Le présent projet de charte est voté à l'unanimité, a affirmé Henri Yé, président d'une commission intermédiaire qui rassemblait opposition, autorités religieuses et traditionnelles, société civile et armée. L'adoption de cette charte de la transition a eu lieu en assemblée
l'Assemblée sous les applaudissements de quelques 80 délégués présents qui ont ensuite chanté l'hymne national. Près de 2 semaines après la chute du président Blaise Compaoré chassé par la rue, après 27 ans de règne, les laborieuses tractations des derniers jours ont finalement porté leurs fruits. Cherchez-les, ils sont vivants, exigeaient hier les proches des 43 étudiants disparus dans le sud du Mexique, en entamant une tournée nationale pour sensibiliser la population et faire pression sur les autorités contestant la mort des jeunes gens. Nous sommes sûrs qu'ils sont vivants et nous allons continuer à les chercher, a déclaré Felipe de la Cruz, porte-parole des parents. Au total, 3 caravanes doivent quitter l'école normale rurale ou étudier les disparus dans l'état du Guerrero à environ 300 km de la capitale pour sillonner le pays et sensibiliser la population à leur cause. La disparition de ces 43 étudiants le 26 septembre après une attaque conjointe de policiers municipaux et de narcotrafiquants dans la ville d'Ugala a provoqué la plus grave crise pour le président depuis son accession à la présidence du Mexique en décembre 2012. Le Royaume-Uni veut durcir sa législation pour contrer les Britanniques qui ont rejoint ou qui veulent rejoindre les djihadistes. C'est ce qu'a annoncé en substance le Premier ministre David Cameron, qui est en Australie, pour le sommet du G20 prévu ce week-end. Le chef du gouvernement australien a lui déjà fait adopter au Parlement fin octobre un durcissement des lois antiterroristes en interdisant tout voyage vers les pays considérés comme des foyers du terrorisme international. Quelques 70 Australiens seraient déjà partis combattre aux côtés de groupes comme l'organisation État islamique. Le Royaume-Uni estime à plus de 500 le nombre de ses ressortissants enrôlés par le groupe. Selon l'ONU, quelques 15 000 djihadistes étrangers provenant de 80 pays se sont rendus ces dernières années en Syrie et en Irak pour combattre dans les rangs de groupes islamiques. Aram Diaye, merci. Nous allons revenir sur l'actualité pour parler de la journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre au Sénégal. La prise en charge des malades, la cherté des médicaments demeurent entre autres les préoccupations des diabétiques. L'association de soutien aux diabétiques prône des actions concertées pour lutter efficacement contre cette maladie qui prend des proportions inquiétantes. Nous y reviendrons avec Marguerite Rosalingay. Place maintenant à Cheikh Tidiane Gomis pour la page sport. Bonjour coach. Bonjour Fatou Dioufay. Et nous allons ouvrir cette actualité sportive avec le football CAN 2015. L'information est tombée. C'est la Guinée équatoriale qui va abriter la CAN 2015. Oui, effectivement, la nouvelle est tombée. Ce matin, la Guinée équatoriale remplace le Maroc pour l'organisation de la CAN 2015 du 17 janvier au 8 février prochain. Et donc, sachez que tout ce matin, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, s'est rendu en Guinée équatoriale où il a rencontré le président de la République de ce pays et où ils ont discuté et finalement ils sont tombés d'accord. C'est la Guinée équatoriale qui organise la CAN 2015. Et donc, comme vous le savez, un pari réussi par le président de la CAF qui, en un temps record, a trouvé un remplaçant pour le remplaçant du Maroc qui a été disqualifié pour vraiment avoir demandé le report de la compétition. Et selon le site de l'équipe qui a donné l'information tôt ce matin, l'annonce officielle sera faite conjointement à travers un communiqué commun dans la mi-journée entre la CAF et la Guinée équatoriale. Mais on ne va pas quitter avec la Guinée équatoriale qui va à nouveau organiser la Coupe d'Afrique des Nations après l'avoir organisée en 2012. Et 2012, ça rappelle les Sénégalais et c'est un
mauvais souvenir pour nos Lions, car donc c'est dans ce pays en 2012 que les Lions ont enregistré la participation la plus pire de l'histoire du football sénégalais, pour avoir été éliminés au premier tour, et les Lions n'avaient obtenu aucune victoire. 3 matchs, et sur le même score, 2-1. Et je pense que donc dans cette équipe des Lions aujourd'hui, il y a certains Lions qui vont se souvenir, et c'est le cas de Damdoy qui a joué cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais donc Damdoy et ses partenaires va essayer de pousser ses partenaires pour retourner en Guinée équatoriale, et donc il faudrait passer le cap de l'Égypte, qui est, comme je vous le rappelle, donc le passage obligatoire demain, samedi à 17h au stade de Caire, où l'Égypte va rencontrer les Lions du Sénégal, donc pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2005. Et donc les Lions vont s'entraîner aujourd'hui à 17h au stade du Caire pour s'imprégner de l'état de la pelouse. Et donc, comme vous le savez, les Lions sont déterminés vraiment à revenir de Dakar avec au moins, au minimum, un point qui est important. Et cher Tidiane Gomis, vous allez nous parler du football Égypte-Sénégal. Dernier galop des Lions cet après-midi au stade de Caire. Oui, c'est vrai, comme je viens de vous le dire. Ils vont s'entraîner aujourd'hui. Ils vont s'imprégner et se familiariser avec ce stade, vraiment, que les Sénégalais connaissent très bien. Et on souhaite une bonne chance donc à nos Lions. Tout ira bien. Et on va parler également du football tournoi de Dakar, AS Pékin contre Niary Tally. L'attraction de cet après-midi, c'est au stade Amadou Barry. Oui, effectivement, Fatou Diouf Faye, le tournoi de Dakar organisé par la Ligue de football de Dakar, offre 4 matchs non-stop au stade Amadou Barry. Et l'attraction, comme vous venez de le dire, c'est le choc entre AS Pékin et l'équipe de Niary Tally NGB. Le match est prévu à 19h30. Mais avant cela, il y a d'autres matchs. Et à 15h30, on aura l'AS Douane qui retrouve la Ligue 1, qui va jouer contre l'Olympique de Ngor, qui récemment a remporté la Coupe de l'Assemblée nationale. Et à 17h30, l'ASFA qui retrouve le football professionnel, où les militaires vont jouer la Ligue 2 cette saison, vont jouer contre le Jaraaf de Dakar, vice-championne du Sénégal. Et à 22h30, pour boucler la boucle, le Guédiawaye Football Club joue contre l'Union sportive de Ouakam. Et on reste dans ce tournoi, et l'opportunité de ce tournoi, donc seulement à quelques semaines de l'ouverture de la saison, et cette réponse va être donnée par le premier vice-président de la Ligue de football de Dakar. Il s'agit de Malik Thiam. Le tournoi a été organisé comme d'habitude pour pouvoir permettre aux équipes de Dakar d'avoir des matchs de mise en jambe avant le départ. Et particulièrement cette année, on a constaté que nous avons beaucoup d'équipes qui ne jouent pas, qui n'ont pas joué ni le Parlement ni le Trophée des champions. Donc, et qui vont aboutir directement au démarrage du championnat. On leur donne l'occasion de pouvoir avoir des matchs en jambes, de pouvoir rectifier et de voir un peu l'évaluation de leurs entraînements pendant tout ce temps-ci. Voilà, donc avant de boucler avec le football, annoncer que c'est demain les demi-finales du tournoi de l'association des journalistes qui luttent contre les abus sexuels faits aux femmes. Et sachez que donc en première heure, il y a l'équipe de la D2STV qui va rencontrer la RTS, et le match choc, c'est à 11h entre le groupe Walfadjri qui va jouer contre l'équipe du groupe Futur Média. L'équipe de Walf, Fatou Diouf Faye, est déjà en place et l'équipe est en jambes, l'équipe est prête. Bon, on va rester là. On ne va pas augmenter la pression du côté de nos confrères du groupe Futur Média. Donc un grand match. Alors c'est pourquoi en introduisant tout à l'heure, je vous ai appelé coach. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Je suis le coach de l'équipe, et j'ai pas encore eu de défaite. C'est ça, c'est ça qui. Moi, c'est pas. Attention, je suis un coach qui a un bon bilan. Oui, donc 7 matchs, 7 victoires. Donc voilà. On verra. Voilà.
Donc, on va parler, cher Tidiane, des infrastructures sportives. Retard dans la livraison des clés du stade de Mboro, des voix s'élèvent. Non, mais pas du Dubaï, c'est Mbao. Oui. Ah, c'est Mbao. Voilà, le directeur. C'est mal mentionné. Voilà, d'accord. Donc, c'est vrai. Le directeur de l'ARTP invite les autorités municipales de Pikine à prendre langue avec l'entrepreneur pour l'accélération des travaux du stade de Mbao. Une déclaration faite à Mbao en marge d'une cérémonie de remise de subventions à l'AS Pikine qui va jouer la Ligue des champions africaine. Je vous propose d'écouter Abdou Karim Sall. Il est avec Théodore Semedo. Je pense qu'il est dans de très bonnes dispositions. J'ai échangé avec lui pour faire en sorte que le stade qui va être livré soit livré dans de très bonnes conditions. Il ne sert à rien de précipiter les choses pour qu'on nous livre des choses qui ne sont pas fonctionnelles. Et même nous, en bas, nous n'accepterions pas que le stade soit livré dans certaines conditions. C'est la raison pour laquelle nous disons à notre frère et ami Ablaye Timbo d'accélérer un peu la cadence avec les maîtres d'œuvre, mais également de suivre la qualité des prestations ou la qualité de service qui va être rendu à la suite de la livraison prochaine. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accorder une contribution, la première modeste contribution à l'AS Pikine. Je dis bien que c'est la première parce que j'ai retenu que l'AS, compte tenu des résultats qu'il est en train aujourd'hui de faire, compte tenu aujourd'hui de sa dimension nationale, compte tenu de sa dimension internationale, mérite que l'ensemble des fils du département de Pikine soient à l'écoute, soient attentifs à ses besoins pour qu'ils puissent mener à bien la campagne qui les attend. Basket pour boucler, cher Tidiane, l'ancien président Baba Tandian revient sur la situation de la discipline. Oui, et l'ancien président de la fédération de basket a prédit un avenir morose au basket sénégalais. Selon Baba Tandian, la situation de la discipline est catastrophique. Il demande à la tutelle de faire quelque chose avant que l'irréparable ne se produise. Je vous propose de suivre l'ancien président Baba Tandian. La situation du basket aujourd'hui est catastrophique. Catastrophique. Alors celui qui n'est pas capable de le reconnaître, ce qui veut dire que quelque part, il y a un problème. Et la situation du basket est complètement dénormalisée. Quand je dis dénormalisée, c'est-à-dire que rien n'est normal. Parce que quand je dis rien n'est normal, quand le président du CNB donne des arguments qu'il a fait la prouesse de faire un championnat en 4 mois, de réussir un championnat en 4 mois, je pense quelque part, mon ami Serigne Boum ne connaît pas trop le basket. Parce que le basket ne se joue pas en 4 mois. Le basket se joue en 7, 8 mois, parfois même 10 mois. Il faut avoir des jeux dans la jambe pour pouvoir être excellent. Ce n'est pas en 4 mois. 4 mois, si on le résume, c'est à peine à peu près 14 à 16 ou 20 matchs. Mais ce n'est pas 20 matchs. Une bonne équipe ou un bon joueur a besoin de faire entre 5, 70 et 80 matchs pour avoir vraiment de la condition physique et pour avoir un peu du punch dans le basket. Et quand on voit la D2 aussi, qui a subi exactement le même phénomène, avec un budget de 6 millions, ils ont fait un championnat étriqué. On ne sait même pas si ça s'est terminé en queue de poisson. Et que nous, avec notre équipe, avec un budget de 19 millions, nous avons pu faire jouer la D2 en temps normal, partout dans le Sénégal. J'ai entendu aussi, toujours mon ami Serigne Boub dire qu'ils vont faire une soirée de gala pour récompenser le roi et la reine. Mais où est le roi? Où est la reine? Le roi et la reine, c'est le clou d'une saison. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire après. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avant. Voilà, c'était l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket. Fatou Diouf, c'est tout pour le sport. L'agenda est riche demain. Il y a deux matchs. Le match de l'équipe nationale du Sénégal. À part ça, le grand match que nous attendons tous. Et je pense que demain, je souhaite que dans ce journal, vous puissiez annoncer la belle victoire du groupe Walfadjri.
Amine Cheikh Tidiane Gomis, et bonne chance à l'équipe de Walfadjri qui va donc faire face à l'équipe du groupe Futur Média. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette édition qui est consacrée à la rubrique Santé. Le journal de la santé, c'est avec Adjaratou Awadjoub Diagne. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus du baobab et ses dérivés, ses racines, son écorce. C'est tous ces points que nous allons développer. Bienvenue. Comment va la santé? Les feuilles de baobab sont riches en protéines et minéraux. Elles contiennent des tanins et de la vitamine C. Les feuilles de baobab sont un bon remède contre la dysenterie. Elles sont utilisées sous forme de tisane pour combattre la fièvre et les coliques. Les feuilles de baobab sont diurétiques, diaphorétiques, toniques. On l'utilise pour soigner le lumbago ou l'ophtalmie, le ver de Guinée, les infections urinaires. Leur efficacité dans le traitement de l'asthme est prouvée. Les écorces du baobab traitent le paludisme, l'inflammation du tube digestif, la carie dentaire, le rachitisme, l'anorexie. Les vitamines A et B1, B2, B3, B6 et des fibres alimentaires sont également présentes dans la pulpe du fruit du baobab. Le pain de singe avec sa pulpe protégée par une coque épaisse est doté de vertus nombreuses. Sa teneur en calcium est 2 fois plus haute que celle du lait. Il contient un grand nombre de vitamines B1 et E, tandis que sa pulpe est une source très importante de vitamine C. Les personnes qui traversent une période difficile suite à une hospitalisation, une opération, des épisodes de maladie qui ont besoin de récupérer peuvent bénéficier d'une nette amélioration avec les bienfaits de cette pulpe de baobab. Vous sortez d'un deuil, divorce, problème relationnel. Utilisez les fruits du baobab afin de retrouver une énergie et surpasser ce cap. Sans gluten, c'est un antioxydant par excellence. On l'appelle le fruit de l'avenir. On dit qu'une cuillerée à soupe de poudre de baobab comble nos besoins journaliers en vitamine C. La pulpe est un anti-inflammatoire, un analgésique, soulage également la constipation, traite la variole et la rougeole. Il est conseillé comme complément alimentaire à la femme enceinte, aux nourrissons, une véritable arme pour combattre le stress, les agressions virales et les bactériennes saisonnières. La poudre de feuilles desséchée est anti-anémique, tonique, émollient. Le baobab et ses dérivés ont plusieurs vertus sur la santé de l'être humain. Cultivé un peu partout en Afrique, le baobab a une longévité extraordinaire pour ses propriétés thérapeutiques pour venir à bout des différents maux qui touchent la personne. Ses racines également ont des vertus sur la santé par rapport à ces vitamines qu'elles renferment. La vitamine C est contenue dans ces racines également, soigne plusieurs maux et donne du tonus aux sportifs. Les sportifs peuvent consommer les feuilles de baobab, les racines de baobab, la pulpe de baobab, entre autres, pour garder leur forme et ne plus être fatigué tout le temps. Comment va la santé? Nous espérons que vous avez pris bonne note. C'était tout pour votre page santé. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Merci beaucoup et à vendredi, Inch'Allah. Et nous allons passer à la dernière ligne droite de cette édition avec la revue de la presse signée Gorgui Sambandiaï. Bonjour. Manifestation de l'opposition. La médiation démarre en trombe, signale Walfadjri. Après avoir été reçu par le chef de l'État, rappelle le journal, le PDG du groupe Walfadjri s'est entretenu avec une délégation de l'opposition amenée par Mamadou Diop Decroix d'AJ/PADS et Oumar Sarr, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais. Demain, annonce mon confrère, Sidi Lamine Niasse va rencontrer Maître Abdoulaye Wade. Cette série de rencontres renseigne-t-il entre dans le cadre de sa médiation pour la décrispation des relations entre le pouvoir et l'opposition?
Macky, prêt à autoriser la manifestation du PDS prévue le 21 novembre prochain, avertit Grand Place. En tout cas, rapporte la Tribune, Sidi Lamine Niasse a confié au Front patriotique pour la défense de la République que Macky Sall est dans de très bonnes dispositions pour autoriser la manif. D'ailleurs, poursuit Grand Place, Diop Decroix a été auditionné par la police hier matin. Va-t-on vers une reculade de Macky Sall, s'interroge Rewmi Quotidien. En effet, assure le journal, de bonnes volontés sont entrées en lice pour réconcilier les deux partis. De toutes les façons, prévient le Populaire, les libéraux se radicalisent et battent le rappel des troupes. Les libéraux persistent et mettent en garde Macky, renchérit Siwel. En réunion du comité directeur hier jeudi, informe la publication, les responsables du PDS ont réitéré leur engagement à tenir leur manifestation le 21 novembre. Quoi qu'il en soit, révèle Grand Place, les craintes des renseignements généraux ont été prises en compte. Des craintes liées au risque sérieux de crise violente s'il y a confrontation. Mieux, ajoute le Canard, il ressort des informations issues de certains militants de l'opposition que des manifestants sont prêts à tout et auraient même prévu des mercenaires, quel qu'en soit le prix à payer. Quel prix El Hadji Malick Mbengue va-t-il payer? En effet, renseigne Libération, El Hadji Malick Mbengue a été arrêté après avoir vendu de faux projets d'attentat. L'homme, précise le tabloïd, s'est rendu à l'ambassade de la France et à celui des États-Unis pour leur prévenir de projets d'attentat contre leurs ressortissants et leurs intérêts au Sénégal. Comment les forces de sécurité ont arrêté un terroriste, se demande la Tribune. Trouvé devant la poste de Fann, explique le journal, El Hadji Malick Mbengue a été perdu par un communiqué passé entre lui et des responsables d'une organisation terroriste algérienne. Une pièce à conviction trop compromettante pour motiver son interpellation. Les Sénégalais l'ont sans doute oublié, mais rappelle Libération, El Hadji Malick Mbengue était l'auteur de l'attentat avorté contre la boîte de nuit Le Yengoulen. Cette fois-ci, renseigne l'Observateur, Malick Mbengue, en accointance avec des islamistes, projetés de perpétrer des actes terroristes au Sénégal à l'occasion du sommet de la francophonie, ce qui a conduit à son arrestation avant-hier et son placement en garde à vue dans les locaux de la sûreté urbaine de Dakar aux fins d'enquête. El Hadji Malick Mbengue, terroriste ou escroc, cherche à savoir le Populaire. Quoi qu'il en soit, note la publication. Le flou demeure autour de cet homme qui serait peut-être un escroc terroriste. Un escroc terroriste certainement, car, indique Libération, il mentait sur toute la ligne. D'ailleurs, signale mon confrère, les enquêteurs comptent le déférer pour escroquerie et diffusion de fausses nouvelles. Une bonne nouvelle diffusée par le quotidien. Le journal informe que la CREI a prolongé le séjour de Bibo Bourgi en France de 45 jours. Une nouvelle qui, souligne le Canard de la cité d'Ilimbaï, intervient 48 heures après le limogeage de Ali Ndaw, qui, explique-t-on, s'était souvent opposé à la volonté de l'exécutif de laisser Bibo aller se soigner. Bonne lecture. Gorgui Samba, merci. Et s'il prend fin cette édition, un grand merci du côté technique à Adjaratou Penda Diallo Gueye et à Aïssatou Diagne. Un grand merci également à Ousmane Sène pour la réalisation de cette édition. Dans moins de 20 minutes, vous allez retrouver Adjaratou Awa Diop Ndiaye Diagne pour les infos en Wolof. Excellente suite de programmes sur Walf TV.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat du jour. Mardi 11 novembre, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a fait face aux députés pour sa déclaration de politique générale, une DPG au cours de laquelle il a décliné ses ambitions pour le Sénégal, mais également des projets à réaliser d'ici 2017. Mohamed Boun Abdallah Dionne a-t-il les moyens de ses ambitions? 2017 n'est-il pas un délai trop court pour réaliser tous les projets qui ont été déclinés devant la représentation populaire? Ce sont les questions auxquelles mes invités vont essayer d'apporter des réponses. Nous sommes donc avec Abdourahmane Sall. Abdourahmane Sall est membre de la mouvance présidentielle puisqu'il est responsable au mouvement pour la démocratie et les libertés modèles. Abdourahmane Sall, bonsoir. Bonsoir Moustapha. Et merci d'avoir répondu à l'invitation du débat du jour. Merci. Et vous êtes avec Joseph Sarr. Joseph Sarr est lui membre du Parti démocratique sénégalais. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir Moustapha. Abdourahmane Sall, avant d'aller un peu au fond du discours de politique générale du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, parlons d'abord de la forme du discours. Est-ce que vous avez remarqué dans ce qui a été fait à l'Assemblée mardi un tempo ou bien une façon de faire du Premier ministre actuel qui le différencie un peu de ses prédécesseurs? Merci Moustapha. Effectivement, je crois que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne nous a présenté un discours de politique générale vraiment cohérent, avec des programmes et des projets qui sont inscrits dans le temps, avec des coûts chiffrés. Et donc je crois que ses prédécesseurs ont fait des discours en s'appuyant sur le Yoonu Yokkute. Et comme vous le savez, le plan Sénégal émergent, aujourd'hui qui est le référentiel dans les politiques économiques du Sénégal, un peu englobe le Yoonu Yokkute, car ces trois axes sont représentés par les 5 piliers qui étaient dans le plan Yoonu Yokkute. Donc je crois qu'avec ce discours, nous savons que la voie est balisée et que maintenant il faut se mettre au travail. Les financements ont été ficelés et ce qui nous reste à faire, c'est de réaliser. Et nous verrons avec l'avenir ce qui va se passer, parce que tous ces projets, ils seront suivis, évalués, car au niveau de chaque ministère où il y a un projet, il y a un coordinateur qui est chargé du suivi de ces projets. Okay. Donc je crois que... Vous l'avez dit tout à l'heure, Macky Sall a été élu sur la base du Yoonu Yokkute. Il a connu 3 premiers ministres en 2 ou 3 ans. Il en est à son 3e qui s'appelle Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui a lui-même coordonné le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, on quitte le Yoonu Yokkute pour parler du plan Sénégal émergent. Est-ce que la vision vous paraît claire? La vision est très claire. Parce qu'au moment quand il était en campagne, le président Macky Sall avait un programme sur 5 ans. Parce qu'il avait dit qu'il allait réduire son mandat de 7 à 5 ans. Mais quand on s'est rendu des potentialités, quand on a vu les potentialités que regorgeait le Sénégal, le président s'est dit qu'il faudrait que ce plan-là, qu'on l'améliore, c'est-à-dire qu'on le projette sur l'avenir. C'est pour cela qu'on a mis en place le plan Sénégal émergent, qui est une vision du président et qui va au-delà des mandats et qui va jusqu'en 2035. Donc je crois qu'il n'y a pas de dichotomie et que c'est la continuation, parce que tout ce qui est dans le plan Yoonu Yokkute, vous le retrouvez sur le plan Sénégal émergent. Alors, Joseph Sarr du Parti démocratique sénégalais, c'est très clair dans la tête du Premier ministre et en tout cas des tenants actuels du pouvoir, la vision qui est menée en tout cas depuis que Mohamed Boun Abdallah Dionne est à la tête du gouvernement du Sénégal est principalement adossée au plan Sénégal émergent. Est-ce que tout cela vous paraît clair ou bien vous vous dites